En 1863, un nouveau numéro a été présenté lors du célèbre spectacle de Phineas Taylor Barnum, le plus grand spectacle du monde. Il s'agissait d'Anna Heinning Bates, une femme qui mesurait près de 2,40 m. Elle est vite devenue célèbre et a su tirer profit de sa situation. Pourtant, il y avait aussi des aspects tragiques dans sa vie et la seule chose qu'elle désirait le plus lui a échappé. Mais avant d'en arriver là, revenons au début. Anna Heinning Swan est née dans la région de Millbrook, en Nouvelle-Écosse, au Canada, le 6 août 1846. Elle était la troisième d'une grande fratrie de 13 enfants, nés d'Alexandre Swan et de son épouse Anna Graham. La famille d'Anna était à l'origine d'Écosse, car son père avait immigré en Nouvelle-Écosse depuis Dumfries, et les ancêtres de sa mère venaient des îles Orcades, au large de la côte nord de l'Écosse. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'Anna était différente de ses frères et sœurs. Dès son enfance, elle a commencé à grandir de façon incroyable, et cela ne s'est jamais arrêté. On pense qu'elle avait une taille normale à la naissance, bien que certains témoignages suggèrent qu'elle était un bébé géant. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 5 ans seulement, elle mesurait déjà 1,43 m et on dit qu'elle pesait plus de 45 kilos. Pour ceux qui utilisent le système métrique, cela fait environ 142 cm et 45 kilos. Et cette croissance rapide s'est poursuivie au fil des années. Bien que les connaissances médicales de l'époque aient été insuffisantes pour qu'elle soit diagnostiquée avec précision, Anna est clairement née avec une condition connue sous le nom de gigantisme. Cela résulte d'un trouble de la glande pituitaire, qui est responsable de la production de l'hormone de croissance. La surproduction de cette hormone pendant l'enfance et l'adolescence conduit alors la personne à atteindre une taille anormale, et les personnes atteintes de cette condition vivent généralement moins longtemps. Malgré sa croissance physique particulière, Anna a eu une enfance assez normale. Ses parents étaient des chrétiens pieux et ont fait de leur mieux pour la traiter aussi bien que leurs autres enfants, même lorsque des gens de Nouvelle-Écosse venaient chez eux pour voir ce qu'on appelait le bébé géante. Elle a reçu une bonne éducation pour l'époque et était une excellente élève. Elle aimait lire, avait du goût pour la musique et était considérée comme très intelligente. Pourtant, sa vie scolaire a aussi connu des difficultés. En raison de sa grande taille, elle était trop grande pour les pupitres de la classe et, pendant un certain temps, on se moquait d'elle à cause de sa taille. Anna a rapidement grandi, dépassant ses vêtements, chaussures et même son lit. La famille d'Anna a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, son père allant même jusqu'à construire un lit extra large pour sa fille. Mais cela a mis une pression financière sur la grande famille. Tout cela allait la conduire dans l'une des entreprises les plus exploiteuses du XIXe siècle. Au fil des années, Anna est devenue une petite célébrité en Nouvelle-Écosse, et sa renommée de femme géante dans la campagne canadienne a atteint les États-Unis. Là-bas, Phineas Taylor Barnum, réputé comme le plus grand impresario du monde et directeur de ce qu'on appelait cruellement à l'époque les freak shows, entendit parler d'Anna. Barnum organisait des spectacles où l'on exposait des nains, des géants, des personnes avec 4 ou 6 jambes et diverses autres particularités inhabituelles. Lui et ses artistes gagnaient bien leur vie grâce à ces spectacles, malgré le fait qu'ils soient la cible de moqueries publiques. Ainsi, en 1862, Barnum envoya un agent en Nouvelle-Écosse et fit une offre à Anna pour qu'elle vienne à New York et rejoigne ce qui était alors connu sous le nom de Musée américain de Barnum. Pourtant, les parents d'Anna ont refusé son offre. Même s'ils avaient besoin d'argent, ils étaient des presbytériens craignant Dieu et considéraient Barnum comme un démon sans scrupules. De plus, ils savaient qu'Anna voulait devenir enseignante et respecter ses souhaits. Anna, alors âgée de 17 ans, avait déménagé dans une autre ville pour travailler dans une école. Là-bas, elle était insultée à propos de sa taille et les habitants la fixaient constamment, certains allant même jusqu'à la suivre partout. Tout cela la mettait extrêmement mal à l'aise et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté Barnum et a accepté son offre. L'accord qu'Anna négociait avec Barnum était bon.
Elle devait être payée 23 $ par semaine pour commencer, soit environ 700 $ par jour, avoir une chaperonne pour s'assurer qu'elle soit protégée à Manhattan et un précepteur pour lui enseigner diverses matières pendant 3 heures chaque jour. Elle est sans devenue une femme d'affaires instruite grâce à cela et a également commencé à apprendre à jouer du piano et à chanter. Enfin, elle a pu gagner de l'argent supplémentaire en prenant une grande partie des frais payés pour les photos d'elle vendues au musée Barnum. Elle gagnait bientôt beaucoup d'argent, présentée comme mesurant plus de 8 pieds de haut, et comme la femme la plus grande du monde. C'était une légère exagération à l'époque car elle était encore en croissance, atteignant finalement une taille totale de 7 pieds et 11 pouces, soit 240 et 1 cm. Pourtant, le temps d'Anna avec Barnum n'a pas été de tout repos, et cela a failli lui coûter la vie. Le 13 juillet 1865, un incendie s'est déclaré au musée de Barnum. Les incendies étaient un danger courant dans les villes du XIXe siècle comme New York, et comme le grand incendie de Chicago en 1871 allait bientôt le démontrer, il pouvait souvent devenir totalement incontrôlable. Dans ce cas précis, les flammes ont ravagé le musée de Barnum et ont rapidement englouti les étages inférieurs. Anna se trouvait à l'étage, au 3e étage à ce moment-là, et cela mettait sa vie en grave danger. Seule et effrayée pour sa vie, elle a essayé de trouver une fenêtre pour s'échapper, mais sa taille imposante ne lui laissait aucune chance de pouvoir passer par une fenêtre normale. Alors que les flammes montaient dans le musée, plusieurs autres artistes et membres du personnel sont venus au secours d'Anna. Ils l'ont dirigée vers le grenier du bâtiment, dont certaines parties étaient en bois. Ils ont agrandi la fenêtre en brisant autour d'elle. Ils ont ensuite aidé Anna à sortir par la fenêtre et à descendre en sécurité à l'extérieur. C'était tout un exploit qui a nécessité 18 hommes utilisant des cordes et des poulies pour la descendre jusqu'au sol. Anna a immédiatement essayé de rendre l'appareil, utilisant sa grande taille pour aider à sortir d'autres personnes du bâtiment après avoir atteint la sécurité elle-même. Après cette frayeur à l'été 1865, Anna avait tout perdu. Toutes ses possessions avaient été brûlées dans l'incendie, et les spectacles de Barnum étaient en pause, ce qui signifiait qu'elle était également temporairement sans emploi. Elle est rentrée chez elle en Nouvelle-Écosse pendant un certain temps, mais elle était de retour en tournée peu de temps après. Incroyablement, après être revenue se produire dans la troupe de Barnum, elle était présente lorsqu'un autre incendie a détruit son nouveau musée en 1868. Au début de 1871, Anna entreprenait une tournée en Europe. Sur le chemin à travers l'Atlantique, elle rencontra un certain Martin Van Buren Bates. C'était un homme du Kentucky qui avait été nommé d'après le 8e président des États-Unis, Martin Van Buren, qui était entré en fonction en 1837, la même année où Bates était né. Bates était cependant plus connu sous le nom de géant du Kentucky. Martin était un homme immense, bien qu'un peu plus petit qu'Anna, mesurant 2,36 m ou 7 pieds 9 pouces et pesant, selon la rumeur, 213 kg ou 470 livres. La romance a fleuri entre les deux pendant la traversée de l'Atlantique et, à leur arrivée en Angleterre, Anna et Martin avaient décidé de se marier. La cérémonie a été célébrée à l'église Saint-Martin-in-the-Fields à Londres le 17 juin 1871. Lors de la tournée qui a suivi, Anna et Martin étaient présentés sous différents noms. Le couple le plus grand du monde et le plus grand couple marié au monde. Ils ont voyagé à travers l'Europe pendant l'année suivante, puis, avec une belle somme d'argent économisée, sont rentrés chez eux en Amérique. Ils ont décidé de prendre leur retraite dans la campagne de l'Ohio, près de Séville. Ici, le couple a acheté une ferme et l'a remplie de bétail et de chevaux. Anna tenait particulièrement à accueillir tous les animaux qui prenaient leur retraite des cirques afin de s'assurer qu'ils aient un bon foyer après la fin de leur vie de travail. Cela comprenait même un singe appelé Bouton. Martin a également construit une maison pour eux, adorablement conçue avec des plafonds de 4,20 m de haut et des portes de 2,60 m, afin que ni lui ni Anna ne se cognent la tête. Une partie de la maison, cependant, qui a été construite pour les domestiques qu'ils ont engagés, avait des toits de taille normale pour qu'ils se sentent plus à l'aise.
Il continuait à faire des tournées régulières avec le cirque dirigé par W. Cole pendant les étés, mais ils étaient à honte semi-retraités dans l'Ohio au milieu des années 1870. Ce n'était pas une mauvaise vie ici. Souvent, l'histoire des artistes de cirque présentant des déformations ou des apparences inhabituelles au XIXe siècle était celle de l'exploitation par ceux qui les employaient. Cependant, dans le cas d'Anna et Martin, ils ont habilement géré leur carrière pendant environ 10 ans pour amasser une fortune considérable, puis se sont retirés pour vivre confortablement dans l'Ohio. Pourtant, la tragédie n'était pas loin. Le 19 mai 1872, alors qu'ils étaient encore en tournée en Europe, Anna a donné naissance à une très grande fille de 8 kilos à Londres. Malheureusement, il s'agissait d'une mort-née. À la suite de cela, Bates et Anna sont tombés en dépression. Pourtant, ils espéraient avoir des enfants ensemble un jour, et ils furent ravis lorsqu'Anna tomba de nouveau enceinte 6 ans plus tard. Le 15 janvier 1879, Anna entra dans les premières phases du travail à la maison, à la ferme de Séville, et un médecin fut appelé. 3 jours plus tard, la poche des os se rompit enfin, surprenant tout le monde présent par la quantité impressionnante de liquide, apparemment près de 23 litres. Malgré cela, tout laissait penser que l'accouchement serait rapide et réussi. Mais les choses ont vite empiré par la suite. Lorsque la tête du bébé est sortie, le médecin a saisi ses forceps et a essayé de les placer autour de la tête du bébé, comme le voulait la procédure standard, mais quelque chose n'allait pas. La tête du bébé était trop grosse. Un deuxième médecin était maintenant arrivé et ils ont décidé d'enrouler un bandage autour du cou du bébé pour aider à l'accouchement. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi. Le petit garçon d'Anna était et est donc toujours le plus gros nouveau-né jamais enregistré, pesant près de 24 livres, soit environ 3 fois le poids de la plupart des bébés à la naissance. Pourtant, tragiquement, le bébé était décédé après seulement 11 heures. Ce serait la dernière grossesse d'Anna. L'un des aspects les plus curieux de la vie d'Anna était son amitié avec la reine Victoria. Au cours de l'une de ses premières tournées internationales, Anna s'était rendue en Angleterre. Là-bas, la reine rencontra la femme la plus grande du monde. Elles ont discuté et ont fini par nouer une certaine complicité. La reine et la géante sont restées en contact par la suite. Lorsque Victoria a appris qu'Anna allait se marier en 1871, elle a décidé de lui offrir un cadeau spécial. Elle ordonna à la couturière royale et au tailleur de confectionner une robe de mariée pour Anna, réalisée avec de nombreux mètres de satin broché et de dentelle, et décorée de fleurs d'orangère. C'est peut-être aussi la reine qui a organisé le mariage d'Anna et de Martin à l'église Saint-Martin-in-the-Fields à Londres. C'est une église célèbre située à Trafalgar Square, qui n'est pas accessible à n'importe qui pour des occasions comme celle-ci, et l'intervention de Victoria aurait été nécessaire. Après le mariage, Victoria a invité Anna et Martin à lui rendre visite au palais de Buckingham, la résidence royale principale de Londres. Là, elle a offert à Anna une bague sertie d'un groupe de diamants, tandis que Martin a reçu une montre de poche en or avec une chaîne. Des années plus tard, Victoria écrirait à Anna pour exprimer sa tristesse en apprenant la nouvelle de la mort de son fils lors de l'accouchement. Le couple rencontrerait également la reine à 2 autres occasions lors de leur visite en Europe. Afin de se changer les idées après la perte de leurs enfants, Anna et Martin reprirent brièvement la tournée avec le spectacle WW Coast au milieu de l'année 1879. Ils continuèrent ainsi pendant plus d'un semestre avant de donner leurs derniers spectacles au printemps de 1880. Par la suite, Anna et son mari se retirèrent définitivement dans l'Ohio. Ils passèrent le reste de leur vie à la ferme, s'impliquant beaucoup dans l'église baptiste locale. Anna est décédée le 5 août 1888, un jour avant son 42e anniversaire, chez elle dans l'Ohio. La cause de sa mort fait l'objet de débats. D'une part, elle souffrait probablement d'une tumeur pituitaire et son anatomie inhabituelle aurait provoqué de nombreux problèmes de santé au fil des années. D'autre part, certaines études concluent alors qu'elle est morte de la consomption, le terme du XIXe siècle pour désigner la tuberculose.
Elle a laissé derrière elle un patrimoine considérable évalué à 40 000 $, l'équivalent de plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Certains de ses bijoux et d'autres objets ont été légués à des membres de sa famille, comme ses frères, sœurs, nièces et neveux. D'autres ont trouvé leur place dans un musée de Sunrise Trail, dans sa Nouvelle-Écosse natale. Après la mort d'Anna, Martin a érigé un monument sur sa tombe pour commémorer sa vie. Il vécut encore 30 ans après son décès, se remaria avec une femme de taille plus standard et s'installa en ville. Pourtant, après sa mort en 1919, à l'âge de 81 ans, il fut enterré dans une tombe aux côtés d'Anna et de leur fils, décédés en bas âge. Dans la ville de Séville, encore aujourd'hui, il existe une petite exposition qui reconnaît que ce coin de l'Ohio a autrefois abrité le couple le plus grand du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Anna Swan ou Anna Bates, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez vos réflexions sur sa vie dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à laisser vos suggestions également. Merci pour vos vœux d'anniversaire, cela me touche vraiment. J'espère que l'attente pour la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vie oubliée. Merci.